Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette table ronde sur la diplomatie française à l'épreuve du XXIe siècle. Monsieur Bertrand Besancenot nous fait l'honneur d'être présent cet après-midi pour répondre à ce sujet qui soulève des questions fondamentales quant à la place de la France dans le monde et l'évolution de son appareil diplomatique. En effet, dans un contexte où les relations internationales sont de plus en plus marquées par des enjeux sécuritaires et l'émergence de nouveaux acteurs influents, la France doit redéfinir ses priorités et ses moyens d'action. L'intervention d'aujourd'hui s'articulera autour de 3 axes majeurs. Tout d'abord, l'évolution du métier de diplomate au travers de la carrière de M. de Besancenot, les défis actuels de la diplomatie française ainsi que ses marges de manœuvre pour s'adapter et maintenir son influence dans un monde en perpétuelle mutation, et enfin, les perspectives d'avenir de la diplomatie française. M. Besancenot, bonjour. Vous êtes un diplomate de carrière ayant occupé des postes stratégiques, notamment en tant qu'ambassadeur de France en Arabie Saoudite et au Qatar, mais également comme conseiller diplomatique du gouvernement. Votre expérience vous a placé au cœur des grandes mutations diplomatiques de ces dernières décennies. Pour ouvrir le débat, j'aimerais vous poser cette première question. Pourriez-vous nous partager votre expérience de diplomate dans le cadre de votre parcours en Arabie Saoudite et au Qatar ? Très bien. Bon, d'abord, merci pour cette invitation qui me fait plaisir. Ça me donne l'occasion de revenir à Lyon. Et puis d'autre part, c'est toujours intéressant d'écouter sa notice nécrologique avant de commencer. Mais enfin, vous l'avez fait très bien, donc merci beaucoup. Non, ce que je vais faire effectivement comme introduction, c'est vous parler, le plus brièvement possible, de l'expérience que j'ai pu avoir dans les 2 postes que j'ai eus au Moyen-Orient, puisqu'en réalité, j'ai fait une bonne partie de ma carrière sur le politico-militaire. Vous m'entendez d'abord ? Je vais être sûr que... D'accord. Sur les questions politico-militaires, mais j'ai servi effectivement au Moyen-Orient dans 2 postes en tant qu'ambassadeur de France, au Qatar d'abord, puis en Arabie Saoudite. Et puis j'étais ensuite ambassadeur de l'Ordre de Malte au Liban, un pays où j'ai vécu durant ma jeunesse. Mais alors, pour parler de mon expérience dans les 2 pays que sont le Qatar et l'Arabie Saoudite, je dirais que j'ai eu beaucoup de chance parce que c'était des pays qui étaient, notamment le Qatar, relativement peu connus, et que j'ai eu la chance finalement, lors de mes séjours dans ces 2 pays, d'assister à des transformations radicales qui montrent effectivement que c'est une région qui est totalement en mouvement. Alors, au Qatar, j'y étais à 2 reprises. J'ai d'abord été secrétaire d'ambassade dans les années 78-81. Ça doit vous paraître le siècle d'avant. Et puis, une deuxième fois comme ambassadeur, cette fois-ci, de 98 à 2002. Mais j'ai continué dans mes postes d'après à suivre très précisément ce qui se passait dans cette région. Et notamment lorsqu'en 2017, il y a eu l'embargo décrété par ses voisins sur le Qatar, et que le président Macron m'a demandé, puisque je connaissais à la fois les autorités qataries et saoudiennes, d'assister à la médiation koweïtienne qui essayait justement de les rabibocher, et ceci comme envoyé spécial du président de la République. Alors, je vais tâcher d'être bref pour pouvoir répondre à vos questions. Sur le Qatar, d'abord. Bon, je dirais que c'est un petit pays ambitieux. Effectivement, son problème, c'est le fait qu'il était à l'époque très très peu connu, que personne n'avait jamais entendu parler du Qatar. Je vais vous donner juste une anecdote. Ma fille est née lorsque nous étions au Qatar en 80. Et je me rappelle, lorsque je suis allé la déclarer à la mairie, elle s'appelle Marie Doha, comme le nom de la capitale du Qatar. Et la dame me dit, écoutez, c'est très joli ce prénom, mais qu'est-ce que c'est Doha ? Je dis, je veux bien vous le dire, mais je ne suis pas sûr que ça vous dira grand-chose. Elle me dit, dites-le toujours. Je dis, c'est la capitale du Qatar. Elle me dit, du quoi ? Alors je dis, bon, mais voilà. Donc ça montrait effectivement qu'il y avait un problème. Et l'émir, qui est aujourd'hui l'émir père, m'a toujours raconté que son problème était effectivement que quand il était prince héritier et ministre de la Défense, qui se promenait dans le monde avec son passeport qatari, eh bien, dans un peu tous les aéroports, on prenait son passeport, on le mettait dans un sens puis dans l'autre, et on lui disait « Qu'est-ce que c'est que ce truc-là » Bon. Et il m'a dit ce n'est pas parce que le Qatar est un petit pays qu'il n'a pas d'existence. Après tout, il y a d'autres petits pays dans le monde, comme Singapour, qui est entouré de grands pays.
eh bien, ils existent aux yeux de tout le monde. On ne demande pas à un Singapourien s'il dit qu'il est Singapourien, d'où il vient. Bon, il dit, ça sera la même chose avec moi. Et donc, si vous voulez, dans mon premier séjour au Qatar, effectivement, c'était un petit pays qui était un pays pétrolier, naturellement, dont la seule ambition était de réussir son industrie pétrochimique. Mais sur le plan politique, il avait en réalité très peu d'existence. Et quand on demandait à l'émir de l'époque son avis sur des questions internationales, il répondait: le Qatar a un père et une mère. Le père, c'est l'Arabie saoudite, la mère, c'est l'Égypte. Donc si vous avez une question à poser, vous vous adressez directement à Riyad et au Caire. Bon. Donc ce qui marquait, si vous voulez, très clairement une certaine attitude. Et quand on voyait également que Dubaï était en train de se développer, alors qu'au Qatar, à part les industries proprement dites, la ville était toujours très traditionnelle dans tous les sens du terme. Et l'émir nous disait: mais non, mais je tiens absolument à ce que les rues de Doha restent ensablées, parce qu'effectivement, comme ça, les Qataris sauront d'où ils viennent. Bon. Donc c'était une attitude d'esprit qui était très particulière, et que naturellement ne partageait absolument pas son fils aîné et prince héritier, Cheikh Hamad, qui finalement a déposé son père en 1995. Alors pour différentes raisons, mais la raison principale, c'était une querelle précisément sur l'exploitation du gaz. Vous savez qu'en 1981, il y a eu la découverte de l'immense gisement partagé entre le Qatar et l'Iran, qui s'appelle d'un côté West Dome et de l'autre côté South Pars. Et effectivement, à l'époque, le prince héritier voulait que le Qatar commence sans tarder l'exploitation, alors que son père lui disait: nous avons encore pour 50 ans de pétrole, le gaz, ça sera la poire pour la soif. Et son fils lui disait: pas du tout, c'est exactement l'inverse. Le pétrole, ce sont des contrats spot. En revanche, l'exploitation du gaz, ce sont d'énormes investissements, naturellement, pour liquéfier le gaz, avoir une flotte de méthaniers, et ce sont donc pour cette raison-là des contrats à très long terme. Donc il faut impérativement profiter du fait que l'Iran s'est embourbé dans sa révolution islamique et que du coup ils sont totalement incapables d'exploiter leur gaz. Donc c'est le moment ou jamais de signer avec les grands consommateurs qui à l'époque étaient effectivement le Japon, la Corée, etc., des contrats long terme. Et c'est donc la principale raison pour laquelle Cheikh Hamad avait déposé son père. Et donc, si vous voulez, pour moi, lorsque je suis revenu, cette fois-ci comme ambassadeur en 98-2002, eh bien, j'ai eu la chance d'assister à une véritable révolution sur place, où effectivement, sur un peu tous les plans, le nouvel émir tenait absolument à ce que le Qatar soit sur la carte. Alors, quand on dit qu'il soit sur la carte, c'était d'abord donc le pari industriel, où effectivement, le Qatar s'est endetté massivement. Je me rappelle à l'époque, le pays n'avait absolument pas d'argent parce qu'ils avaient investi massivement avec l'aide des majors américaines pour pouvoir mettre en œuvre leur production de gaz. Mais il a réussi son pari industriel et aujourd'hui, vous le savez, le Qatar est un des pays qui a le niveau de vie le plus élevé au monde. Le deuxième aspect, c'était effectivement une diplomatie active avec Hamad Ben Jassem, qui ensuite est devenu Premier ministre, où effectivement le Qatar s'est lancé dans toute une série de médiations. Et on l'a vu par exemple notamment au Liban, l'accord de Doha, qui montre que dès cette époque, les Qataris ont joué la carte d'une diplomatie active, d'une diplomatie de médiation. Et le troisième volet, c'était justement faire connaître, notamment dans le domaine des communications. Et c'est là où ils ont lancé la chaîne Al Jazeera, avec un leitmotiv qui était très clair en disant quand on est un petit pays, on parle à tout le monde pour pouvoir faire des médiations, mais pour parler à tout le monde, il faut donner la parole à tout le monde. À l'époque, les médias dans les pays arabes étaient, il faut le reconnaître, très peu intéressants. Lorsque vous avez eu, par exemple, la guerre en Afghanistan, c'était CNN qui l'avait couverte. Bon, parce qu'effectivement, les médias dans les pays arabes se contentaient de dire
le président ou l'émir ou le roi a rencontré l'ambassadeur du Bangladesh. Ils ont discuté des relations bilatérales et qu'ils ont l'intention de développer. Bon, et ça se limitait à ça comme type d'information. Eh bien, la chaîne Jazeera a été de ce point de vue-là une véritable révolution dans les communications du monde arabe, avec justement la parole donnée et avec un objectif, c'était de dire les Arabes ont des choses à dire au monde, mais ça peut être varié. Alors, ce qui n'est pas faux, c'est qu'effectivement, le groupe des frères musulmans, qui était finalement relativement majoritaire parmi les journalistes, a rapidement donné un peu la tonalité à la chaîne. Mais ce qu'il y avait derrière, c'est toujours cette volonté de faire connaître le Qatar et de donner la parole à toutes les sensibilités au sein du monde arabe. Donc, si vous voulez, on a assisté à ce moment-là à des changements absolument radicaux, avec, bon, pour la première fois, des élections, la promotion du rôle de la femme, une diplomatie, je l'ai dit, extrêmement active. Et puis, vous avez eu donc tous les projets culturels, touristiques, dont le symbole a été évidemment l'accueil du mondial il y a 2 ans ou 3 ans. Je ne m'intéresse pas au football, hein, je suis incapable de vous dire quelle année c'est, mais enfin, c'était il y a 2 ou 3 ans. Le mondial à Doha, qui a été effectivement très marquant. Et l'idée étant simplement, toutes les jeunesses du monde s'intéressent au sport et notamment au football. Et en particulier dans le monde arabe, c'est vraiment le football qui est le sport roi. Donc en termes de soft power, c'était la première fois qu'effectivement un mondial se déroulait dans un pays arabe. Et ce n'est pas par hasard que ceci s'est déroulé au Qatar. Donc tout ceci pour dire que j'ai vu effectivement une révolution sur place qui était intéressante, avec évidemment en plus maintenant tous les événements autres sportifs, culturels, les conférences, etc., qui font que le Qatar est devenu une plaque tournante. C'est un pays qui garde un très fort potentiel puisqu'il a les 3e réserves de gaz au monde et qu'aujourd'hui, avec la crise énergétique, eh bien, effectivement, ils sont en train d'accroître de 40% de leur production et il faut s'attendre, effectivement, à ce qu'ils bénéficient pendant un certain nombre d'années de ressources très importantes. Qu'est-ce que je voulais ajouter là-dessus? Bon, les projets, j'en ai parlé. Ils ont un sens des opportunités qui est tout à fait unique, comme on l'a vu dans le passé, mais c'est encore aujourd'hui le cas. Puisque vous voyez, lorsqu'il s'agit de parler aux talibans, on doit passer par les Qataris. Lorsqu'il s'agit d'essayer de régler le problème des otages israéliens, on passe également par les Qataris. Ce qui montre que cette politique de médiation, de dialogue avec tout le monde, a une raison d'être. Et les Qataris veulent se présenter un petit peu comme, entre guillemets, la nouvelle Suisse aujourd'hui du XXIe siècle, sur le fait qu'effectivement, elle est un lieu où peuvent se rencontrer des gens qui ne se reconnaissent pas. Bon, naturellement, je ne vais pas aller plus loin là-dessus, parce que je pense que vous aurez peut-être des questions à poser. Mais si je rajouterais un point quand même, le talon d'Achille d'un pays comme le Qatar, c'est naturellement sa faible population, puisqu'il a moins de 300 000 nationaux sur une population de 2,5 millions à 3 millions d'habitants. C'est-à-dire concrètement qu'il y a 90% d'étrangers sur place, et donc des nationaux en nombre réduit, et avec donc des personnes qualifiées en nombre très réduit. Donc pour le moment, ça fonctionne très bien, mais on peut se poser la question à terme, évidemment, de ce que peut donner ce type de développement. Alors après le Qatar, je vais vous parler de mon expérience en Arabie Saoudite. Bon, c'est tout à fait différent. L'Arabie Saoudite est un grand pays qui fait 4 fois la taille de la France. C'est le premier exportateur de pétrole au monde. C'est aussi une puissance financière très importante, dont le fonds souverain a pour vocation de devenir le premier fonds souverain au monde avec l'équivalent de 3 000 milliards de dollars. C'est aussi le pays qui est gardien des lieux saints de l'islam, la Mecque et Médine, c'est-à-dire effectivement qu'il a un rôle particulier dans le monde musulman. Alors là aussi, moi j'ai eu la chance de connaître 2 périodes, si je peux dire, en Arabie Saoudite, où j'ai passé 9 ans. J'ai connu donc pendant 7 ans le roi Abdallah, qui était un souverain, j'allais dire, c'était un système de paternalisme débonnaire. C'est-à-dire qu'effectivement, oui, une société conservatrice,
où on essayait d'avancer, mais lentement. Je ne parle pas sur le plan économique, sur le plan social, mais qui avait quand même commencé un début d'ouverture, comme par exemple le fait d'avoir des femmes au Parlement saoudien. Donc le processus avait été engagé par le roi Abdallah, mais d'une façon générale, c'était un pays qui donnait le sentiment d'être une véritable puissance économique, puisque c'est le pays de la zone Afrique du Nord, Moyen-Orient, qui est l'économie la plus importante de toute la région, mais un pays qui effectivement donnait un peu le sentiment d'être un géant endormi. Alors, durant toute cette période, nous avons eu, enfin nous Français, une relation assez privilégiée avec les Séoudiens, parce que ça correspondait à la période où le président Obama, qui tenait absolument à signer l'accord nucléaire avec l'Iran, et qui a donné donc un peu le sentiment aux pays du Golfe, qui étaient ses alliés traditionnels, leur a donné le sentiment finalement qu'ils les lâchaient au profit de leur adversaire. Et donc, ça nous a donné une opportunité, nous, naturellement, puisque dans la négociation, le ministre des Affaires étrangères, M. Fabius, a été, et de loin, celui qui a été le plus ferme dans la négociation avec les Iraniens sur le système de vérification, au point que nous étions parfois accusés de freiner la négociation. La réalité, c'est qu'effectivement, les pays du Golfe et les Séoudiens en particulier appréciaient particulièrement ce positionnement, étant donné la méfiance traditionnelle qui existe avec les Iraniens. De même que lorsqu'il y a eu la révolution, enfin les printemps arabes, et en particulier en Syrie, eh bien effectivement, la France, de concert avec les Séoudiens, nous avons pendant longtemps aidé, assisté par différents moyens l'opposition à Bachar el-Assad. Bon, ce qui montre que nous avons été prémonitoires parce qu'aujourd'hui, ce régime assassin est tombé. Mais pendant longtemps, on nous a accusés de ne pas faire de réelle politique. Donc je veux dire, c'est quand même, et je le dis à titre personnel, une très grande satisfaction de voir que ce régime est tombé. En tout cas, nous avions à l'époque été remerciés chaleureusement par les Séoudiens par toute une série de contrats, notamment dans le domaine de l'aviation, Airbus, dans différents domaines de la défense, et puis également sur toute une série de projets comme le métro de Riyad et d'autres projets. Alors, cette période s'est arrêtée en janvier 2015, quand le roi Abdallah est décédé et que son demi-frère, le roi Salman actuel, a pris le pouvoir et en réalité est installé comme véritable gouverneur du pays son fils Mohammed Ben Salman. Mohammed Ben Salman est une personnalité intéressante. C'est un homme qui est très jeune, qui n'a pas 40 ans. Je dis très jeune pour moi. Hein. Pour vous, naturellement, peut paraître un peu plus vieux, mais en tout cas, un dirigeant très jeune qui effectivement comprend parfaitement ce que sont les aspirations de sa jeunesse, de sa population, puisqu'effectivement, en Arabie, les 2 tiers de la population ont moins de 30 ans. Donc effectivement, il sent beaucoup mieux que les dirigeants d'avant ce que sont leurs aspirations. Et à l'époque, elles étaient extrêmement claires. C'était que nous ayons enfin des loisirs, c'est-à-dire une ouverture sur le plan sociétal, et d'autre part que nous ayons des emplois. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, l'Arabie saoudite est un pays qui a une population nationale importante, puisqu'ils ont dépassé aujourd'hui les 22-23 millions sur les 35 millions d'habitants, et qu'il y a encore une croissance démographique assez forte, ce qui signifie que vous avez à peu près 300 000 jeunes qui arrivent chaque année sur le marché de l'emploi. Or, jusqu'à présent, comme dans les Émirats, tous les diplômés du baccalauréat, c'est-à-dire à peu près tout le monde, bénéficiaient d'un poste dans l'administration avec cette très jolie formule italienne qui disait « tout le monde avait un job qui ne dégénérait pas en travail ». Bon. Donc effectivement, c'était très commode, si vous voulez, mais ce n'était pas très productif. Aujourd'hui, vous avez quand même encore 1 tiers des jeunes qui sont au chômage, même s'ils bénéficient d'allocations. Et donc, l'objectif numéro 1, c'est d'avoir justement une diversification de l'économie pour faire en sorte que tous ces jeunes n'aillent pas dans l'administration pour ne rien faire, mais travaillent dans des entreprises avec des grands projets et des projets dans les services. D'où le développement de tous les atouts qu'a le pays,
Alors, je pense par exemple au tourisme, où effectivement l'Arabie saoudite ne s'était jamais ouverte au tourisme, alors qu'ils ont 2000 km de côte sur la mer Rouge et qu'ils ont en face d'eux Sharm el-Sheikh. Donc ils peuvent faire une centaine de Sharm el-Sheikh s'ils le veulent, d'où tous les grands projets qui ont été initiés et qui devraient s'ouvrir donc dès la fin de l'année. De même, ils ont une richesse minière qui est très importante en matière d'or, de bauxite, d'uranium, etc., qui était jusqu'à présent inexploitée. Eh bien, aujourd'hui, tout ceci, naturellement, l'est. De même, sur le plan des loisirs, puisque c'était la première revendication de la jeunesse, vous avez eu l'ouverture des cinémas, vous avez maintenant des festivals qui durent absolument toute l'année. Riyad est devenue une ville extrêmement ouverte, extrêmement vivante, ce qui n'était absolument pas le cas autrefois. Et puis l'élément qui est même le plus symbolique, c'est la présence des femmes. Autrefois, quand vous alliez dans les administrations ou dans les entreprises, vous étiez accueillis par des vieux messieurs. Aujourd'hui, vous n'êtes quasiment accueillis que par des jeunes femmes très compétentes, je dois dire, parce que 58% des diplômés de l'université sont des femmes en Arabie saoudite, et que le roi précédent avait envoyé sur sa cassette personnelle 200 000 jeunes dans les universités à l'étranger. Ceux-ci sont aujourd'hui revenus, ce qui fait que vous avez effectivement une classe bien formée qui dirige le pays. Alors, on assiste effectivement à une véritable révolution culturelle actuellement en Arabie. C'est impressionnant. Alors, outre le développement proprement dit des tours, enfin, ça devient un véritable Manhattan, mais surtout, l'atmosphère n'est plus du tout la même. Vous aviez une atmosphère autrefois avec une police religieuse qui se promenait avec des bâtons pour taper sur les jambes des femmes qui n'étaient pas suffisamment couvertes. Aujourd'hui, tout ceci, naturellement, a totalement disparu. Il n'y a plus de ségrégation entre sexes. Vous avez de la musique partout, des festivals, etc. Enfin, une vie normale. Ce qui manque simplement, pour un amateur comme moi d'alcool, c'est qu'effectivement, ce n'est pas encore ouvert. Mais ça va se faire très rapidement, c'est-à-dire qu'effectivement, vous avez des zones à statut particulier comme Neom, Alula, Red Sea, etc., où effectivement, d'ici la fin de l'année, normalement, l'alcool sera autorisé, parce que ce sont des zones qui sont relativement peu peuplées, où vous aurez essentiellement des touristes. Mais l'étape d'après sera certainement à Riyad même, ou enfin disons dans les grandes villes, où tous les grands hôtels qui sont actuellement bâtis, eh bien, tous ces grands hôtels ouvrent des bars qui, pour le moment, sont des soft drinks. Mais cette mauvaise habitude devrait s'arrêter assez vite, je pense, d'ici. Alors, je ne peux pas savoir exactement quand, mais à partir du moment où vous considérez que Riyad doit devenir une des grandes capitales mondiales, eh bien, effectivement, le nécessaire sera fait dans ce domaine comme dans d'autres. Bon. Alors, aujourd'hui, vous avez des très grands projets. Vous avez dû entendre parler de Neom, par exemple, cette ville futuriste qui était surtout un produit d'appel. C'était une façon de passer un message au monde en disant, écoutez, vous savez, l'Arabie saoudite, à l'image d'un pays conservateur, en réalité, nous voulons être à la pointe de l'ouverture, à la pointe des nouvelles technologies, du numérique. Nous voulons donc créer une ville qui respectera l'environnement, qui aura les dernières technologies, etc., etc. Bon, c'était un peu un produit d'appel. Bon, ils ont tellement investi dans tellement de projets en même temps qu'aujourd'hui, étant donné ce que sont les cours du brut, ils sont obligés de réduire certains des grands projets. C'est ce à quoi on assiste, et notamment en Neom. Mais vous avez d'autres grands projets qui continuent et qui démarrent très rapidement. Bon, l'objectif très clairement de Mohamed Ben Salman, c'est de faire en sorte qu'en 2030, lorsqu'il va y avoir effectivement l'expo universelle qui se déroulera à Riyad, de montrer que justement la capitale du royaume est une très grande ville, tout à fait ouverte au monde, avec toutes les facilités, les activités culturelles et le reste, parce que l'objectif de la vision 2030, enfin qui est le processus de réforme, est précisément de faire en sorte que l'Arabie devienne parmi les 10 à 15 plus grands pays. Elle est déjà le seul pays arabe membre du G20, mais qu'elle apparaisse comme étant le numéro 10 ou le numéro 15 des grands pays sur la planète. Donc ça montre finalement énormément d'ambition, beaucoup de volontarisme, des réformes sociétales qui est très importantes qui sont en cours, avec un bémol quand même, c'est qu'il n'y a pas d'ouverture politique en revanche. Alors qu'autrefois, c'était un régime paternaliste débonnaire
où dans ce qu'on appelle dans les majlis, les gens plaisantaient de tout, y compris de la famille royale. Aujourd'hui, c'est devenu un régime arabe un peu autoritaire, où effectivement, vous n'avez pas intérêt à critiquer le palais. Ça peut vous coûter la prison. Donc effectivement, en matière de droits de l'homme, il y a des choses à redire. Bon, simplement, et je terminerai là-dessus sur ces deux pays, parce que je sens que je suis en train de dépasser mon temps. Il y a de grandes ambitions, il y a de grands moyens. Simplement, je pense que ça prendra un peu plus de temps. Les réalisations prendront un peu plus de temps que les autorités ne le croient, parce qu'encore une fois, il y a un manque de culture du travail dans la population. Il y a aussi des vulnérabilités du pays. On sait par exemple que la capitale Riyad est approvisionnée en eau et en électricité par les installations qui sont sur la mer Rouge, qui sont à portée des missiles iraniens. Donc effectivement, c'est un pays qui a des vulnérabilités qu'on ne peut pas nier. C'est aussi sa dépendance au pétrole, même si aujourd'hui le pétrole ne représente plus que 45% du PIB, il représente encore 70% des ressources de l'État. Et donc effectivement, quand les cours du brut descendent, ça a un impact sur la marche du pays. C'est ce qui amène d'ailleurs les autorités à énormément investir dans les nouvelles technologies, dans l'intelligence artificielle, dans les énergies renouvelables. Vous avez les plus grandes installations actuellement comment on appelle ça, les trucs solaires, les panneaux solaires, on a cherché le mot. Donc c'est intéressant à voir. Et puis vous avez, si vous voulez, une jeunesse qui est en plein dans le numérique, avec effectivement, si vous voulez, ce que m'avait dit un jour le prince héritier. Il m'avait dit, vous savez, nous les Arabes, nous avons raté la révolution industrielle, mais nous réussirons la révolution numérique. Et comme notre jeunesse y est prête et y rentre directement, nous avons la chance de pouvoir avancer beaucoup plus vite. Bon. Donc voilà, si vous voulez, en quelques mots, ce que je voulais dire sur ces deux pays où j'ai servi dans la région du Moyen-Orient. Merci, monsieur. Pour poursuivre, peut-être un peu plus rapidement, à partir de votre expérience diplomatique, quels enseignements plus généraux tirez-vous quant aux défis actuels de la diplomatie française et comment ces enseignements peuvent-ils éclairer l'élaboration d'une politique extérieure globale au-delà des spécificités régionales ? Alors, les défis de la diplomatie française, c'est naturellement un très vaste sujet. Je commencerai, si vous voulez, par vous parler des défis que nous avons dans la région du Moyen-Orient et ensuite je viendrai à la partie plus générale. Bon, la question, c'est de savoir si nous avons une stratégie cohérente ou bien si nous avons des adaptations ponctuelles au fur et à mesure. Alors, rappelons que dans la région ANMO, depuis 1967, c'est-à-dire depuis la visite du roi Faisal d'Arabie au général de Gaulle, la France a traditionnellement une bonne image dans cette partie du monde parce qu'effectivement, c'était le vœu du général de Gaulle. Après la mauvaise image que nous avions suite à la guerre d'Algérie et à l'opération de Suez, eh bien, le fait qu'il ait décrété à l'époque un embargo sur les ventes d'armes à Israël lors de la guerre de 67 nous avait donné effectivement l'image d'un pays ami des Arabes. Et donc, il y a eu le développement de ce qu'on a appelé la politique arabe de la France, qui a été symbolisée par le général lui-même, et puis ensuite notamment par le président Chirac, qui était extrêmement populaire dans la région. Alors, en étant très rapide, je dirais que depuis la présidence de M. Sarkozy, le sentiment qu'il y a dans la région, c'est que la France s'est d'une certaine façon, en tout cas dans la zone, un peu alignée sur Washington. C'est-à-dire que notre image de pays indépendant des États-Unis apparaît moins clairement dans la région. Nous avons un autre aspect, c'est qu'avec tous les débats qu'il y a eu en France sur le voile, sur la burqa, sur ceci, sur cela, eh bien, on commence à avoir, et on le voit dans la presse, et on le voit dans les commentaires des gens, nous commençons à avoir l'image d'un pays, et je mets des guillemets, qui a un problème avec l'islam. Donc il faut le savoir, parce que c'est la perception que nous donnons. Alors, cela étant, nous intéressons toujours dans cette partie du monde, mais j'y viendrai aussi d'une façon plus générale, pour des raisons très simples. C'est que nous sommes membres permanents du Conseil de sécurité, ce qui nous donne donc un poids spécifique,
que nous avons une présence militaire dans la région, puisque nous sommes à la fois à Abu Dhabi, nous avons 2 bases, Abu Dhabi et Djibouti, bon, qui est juste à l'entrée du détroit de Bab el-Mandeb, que nous apparaissons toujours comme étant le premier pays touristique, donc une référence en matière de tourisme, de culture, de produits de luxe, et que nous avons des pôles d'excellence, notamment dans les domaines de l'énergie, dans le domaine des transports, que ce soit les transports aériens, ferroviaires ou autres, mais également en matière de tourisme, je l'ai dit, d'urbanisme, d'éducation, de santé, etc. Donc nous avons un certain nombre d'atouts qui sont reconnus. Et puis nous avons également un activisme diplomatique dans la région qui est notoire. Nous sommes très clairement le pays européen qui est le plus actif au Moyen-Orient. Alors, la présidence de monsieur Macron, elle, quand on regarde, si vous voulez, ce qui a été entrepris, on a le sentiment qu'il y a eu beaucoup d'activité, pour ne pas dire beaucoup de fébrilité, et que les résultats ne sont pas tout à fait à la hauteur des espérances. Alors, au chapitre des succès dans la région, on peut parler du Liban, c'est-à-dire qu'il y a eu toute une tergiversation où à un moment on soutenait le mauvais candidat, M. Frangier, à la présidence de la République, ce qui était une erreur. Mais dans la dernière période, il faut le reconnaître, nous avons eu 2 concerts avec les Américains, les Séoudiens et d'autres, une action pour faire en sorte qu'il y ait un nouveau président très respecté, un nouveau Premier ministre de qualité, ce qui fait espérer effectivement, avec d'autres facteurs, pardon, mais que le pays va pouvoir maintenant commencer à se reconstruire. Donc le Liban reste quand même pour notre diplomatie un succès. Nous avons également une relation très privilégiée avec le président des Émirats arabes unis, Mohamed Ben Zayed, une très bonne relation avec le président égyptien, Sisi, et que nous avons traditionnellement une coopération et un intérêt pour l'Irak, même si les résultats ne sont pas toujours à la hauteur des ambitions. Nous avons également des rapports qui sont, disons, corrects ou plutôt bons, sans plus, avec l'Arabie saoudite et le Qatar. C'est-à-dire que durant un moment, le président Macron a donné le sentiment de ne voir la région que par les yeux de Mohamed Ben Zayed aux Émirats arabes unis, ce qui irritait naturellement ses voisins. Aujourd'hui, le tir a quand même été rectifié, tout simplement parce qu'il y a une prise de conscience que nous avions des intérêts majeurs dans ces autres pays. Il y a sur le dossier israélo-palestinien, le président est perçu dans la région comme étant pro-israélien, même si effectivement il a, durant la dernière période, pas mal critiqué les excès du Premier ministre Netanyahou, et que dans la dernière période, nous avons pris également, en décembre dernier, lors de la visite du président Macron en Arabie saoudite, une bonne initiative franco-saoudienne qui est donc de convoquer en juin prochain à New York une conférence sur ce qu'on appelle la solution à 2 États, c'est-à-dire comment envisager de traiter de façon équitable et durable la question palestinienne. Bon, ceci donc permet, donc je peux le classer parmi les éléments qui se sont améliorés. Mais d'une façon générale, ce n'est pas faux. On a donné un peu, la présidence Macron a donné le sentiment de faire des coups, c'est-à-dire, bon, par exemple, la visite éclair après l'explosion du port de Beyrouth, mais en même temps, des choses un peu aberrantes, comme par exemple la proposition faite à Israël de créer une coalition contre le Hamas, comme si on allait demander à des gouvernements arabes d'aller bombarder les Palestiniens. Ça n'a aucun sens. Bon. Donc, si vous voulez, vous avez eu des erreurs de manœuvre qui sont tout à fait évidentes et qui ont été perçues dans la région comme étant des tergiversations, avec du coup des retours en arrière, comme le fait de dire que nous ne vendrions plus d'armes à Israël alors qu'on n'en vend pas. Donc, enfin, tout ceci est paru un peu paradoxal, pour ne pas dire à côté de la plaque. Bon, cela étant, nous avons quand même des perspectives, je l'ai dit, sur la question palestinienne, la coopération avec notamment les Séoudiens. Nous avons une bonne coopération avec les Égyptiens. Nous faisons partie de ceux qui vont essayer de voir dans quelle mesure on peut trouver un arrangement régional avec l'Iran. Et puis surtout, dans la région, nous allons contribuer à la reconstruction du Liban et très probablement à celle de la Syrie. Donc, le dernier point que je voulais dire simplement sur cette partie du monde,
c'est qu'il va falloir simplement que nos entreprises, parce que ça intéresse quand même, quand on parle de diplomatie, il faut parler aussi de diplomatie économique, il va falloir que nous nous adaptions aux nouvelles exigences des pays de cette région, qui effectivement ont besoin qu'il y ait une part de localisation de l'emploi sur place, pour des raisons évidentes. Il faut qu'il y ait plus de valeur ajoutée produite dans le pays. Ils ont besoin de transfert de savoir-faire, ce qui est clair, et ils ont besoin d'une contribution de notre part dans le domaine de la formation. Donc il faut simplement arrêter de voir notamment les pays du Golfe comme étant la vache à lait vers laquelle on va pour retirer des fonds. Aujourd'hui, ce que recherchent tous ces pays, ce sont des joint ventures, c'est-à-dire vraiment un véritable partage à la fois des plans de financement, des transferts de savoir-faire, une part de localisation, une aide en matière de formation, etc. Alors, au-delà maintenant du Moyen-Orient, les aspects, les défis généraux. Alors, on le sait, malheureusement, on peut dire que dans la dernière période, on a connu des échecs qui sont flagrants. Bon, nos échecs sont d'abord en Afrique. D'autres beaucoup plus qualifiés que moi en parleront cet après-midi, je crois. Là, effectivement, nous avons perdu une part de notre capital sympathie dans cette partie du monde. Et c'est très regrettable parce que, naturellement, l'Afrique est à la fois un continent d'avenir, notre premier voisin. Donc ça, c'est un fait, quelque chose qui est, qu'on est obligé de signaler. Alors, j'ai parlé déjà des succès, certains étant des succès limités. Il y en a un au niveau européen qui est un vrai succès à partager avec les Allemands, c'est le fait d'avoir fait passer le principe de la mutualisation de la dette. Et on voit bien qu'aujourd'hui, enfin surtout pour un pays dépensier comme le nôtre, c'est quand même pas mal d'avoir réussi à le faire passer, parce que nous allons en avoir besoin, notamment dans le domaine de l'armement. Alors, quand on parle des défis pour la diplomatie française, quels sont d'abord ses objectifs ? Le président Macron les a très bien définis, il faut le dire, lors de la dernière conférence des ambassadeurs, où effectivement il a dit, écoutez, c'est traditionnellement d'abord assurer le rayonnement de notre pays, c'est-à-dire en matière y compris de soft power, comme on a pu le voir par exemple avec les Jeux olympiques, mais d'une façon générale, rayonnement culturel, touristique et naturellement sur le plan économique. Deuxièmement, c'est renforcer l'autonomie stratégique de l'Europe. Eh bien, de ce point de vue-là, l'actualité lui donne tout à fait raison, puisque nous voyons qu'avec les facéties du président Trump, il est de plus en plus important, naturellement, que les Européens assument mieux leur autonomie stratégique. C'est aussi, effectivement, la défense de nos valeurs, c'est-à-dire à la fois celle de la démocratie, bien entendu, et du multilatéralisme à une époque où nous avons en face de nous, malheureusement, de plus en plus de dirigeants qui sont des dirigeants autoritaires et qui, en réalité, souhaitent en réalité bouleverser totalement le système international, qui mérite d'être très sérieusement transformé, j'y viendrai un peu après, mais qui ne mérite pas que l'on ait ce que l'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire une espèce de règne de la jungle où c'est la loi du plus fort qui l'emporte. Donc il est important de continuer à se battre pour nos valeurs, qui sont les valeurs du multilatéralisme, du droit international, de la démocratie. Alors, le problème, donc les objectifs, je crois qu'il est assez difficile de les contester. Simplement, le premier bémol qu'il faut apporter, c'est qu'un pays existe lorsqu'il a naturellement les capacités d'agir. Or, notre situation politique, qui est extrêmement fragile, et notre situation économique, avec un endettement massif et un problème de compétitivité, fait que notre pays, il ne faut pas se faire d'illusions, a une image aujourd'hui dégradée. Bon. Donc c'est un premier bémol, c'est que tant qu'on n'aura pas réglé nos problèmes intérieurs un peu mieux que nous le faisons, nous aurons ce problème d'image à l'international. Deuxième élément, c'est que les moyens du Quai d'Orsay, alors vous allez dire je parle pour ma maison, mais sont trop limités pour ce que nous voulons faire, et que d'autre part, vous avez eu une réforme de la fonction publique qui est parfaitement discutable, puisqu'en réalité, elle nie la spécificité de certains métiers, que ce soit celui de la préfectorale, de la diplomatie ou d'autres. Or, en réalité,
et pour ceux qui sont intéressés à passer le concours alors je ne retiens jamais le nom du successeur de l'ENA, mais vous allez me le dire tout de suite, eh bien, il ne suffit pas d'être un administrateur de l'État. Chaque métier a sa vocation, quel qu'il soit. Et donc, si vous avez passé 15 ou 20 ans au ministère de l'Agriculture ou au ministère des Affaires sociales, ça ne fait pas de vous un préfet ou un ambassadeur. Vous ne saurez pas gérer ça. Donc, si vous voulez, la réforme est en elle-même, à mon avis, à côté de la plaque. Et je pense, de toute façon, qu'elle ne durera pas longtemps. Mais enfin, je voulais mettre ce bémol aussi parce que je crois que c'est, hélas, une de nos faiblesses. Et puis, nous devons surtout faire face à l'imprévisibilité du président Trump, je vais y revenir, et à l'agressivité qui éclaire des régimes autoritaires autour de nous. Alors j'ajouterais que pour nous, notre pays a en tout cas 3 zones d'intérêt majeures. Et donc la question qui se pose surtout, quels peuvent être de façon un peu plus concrète nos objectifs dans ces 3 régions? Bon, les 3 régions où nous avons des intérêts majeurs, c'est naturellement l'Europe, la zone, c'est l'Afrique et la zone Afrique du Nord, Moyen-Orient. Alors, en Europe, on aura peut-être l'occasion d'en reparler plus précisément, mais enfin, ça fait l'objet de tous les débats aujourd'hui. C'est naturellement renforcer l'Europe de la défense, c'est-à-dire à commencer par le domaine de l'armement, où aujourd'hui, nous avons un peu trop bénéficié des dividendes de la paix. Et aujourd'hui, donc, effectivement, il est temps de pouvoir faire un effort qui aurait dû être fait d'ailleurs bien avant et qui montre que nous nous sommes fait beaucoup d'illusions et vis-à-vis de la Russie et vis-à-vis de la Chine et maintenant vis-à-vis des États-Unis. Et c'est un peu donc les réponses à la guerre commerciale qui s'annonce et qui concerne à la fois la Chine, où nous avons été extrêmement naïfs, mais qui aujourd'hui donc va s'appliquer sans doute aux États-Unis. Alors, ceci ne signifie pas, quand on parle de renforcer l'Europe de la défense, que nous devons renoncer à l'Alliance atlantique. Je pense que ce serait une profonde erreur de le faire, parce que certes, il y a aujourd'hui un président américain très particulier, mais ça ne veut pas dire, si vous voulez, que des liens qui existent entre nous, et surtout la nécessité de besoin face à la menace russe, nos partenaires européens tiennent absolument à préserver cet instrument, ne fût-ce que parce qu'il y a la protection nucléaire américaine. Donc il faut faire attention à ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Donc ça c'est en résumé, évidemment, parce que je veux dire ce n'est qu'une introduction. Sur la zone ANMO, je l'ai dit, bon, nous avons un certain nombre d'amis, il va falloir les garder, que ce soit le Maroc, l'Égypte, les pays du Golfe, l'Irak, le Liban. Il va falloir que nous assistions, et c'est ce que nous avons en tête, mais il va falloir en avoir les moyens, la reconstruction du Liban, de même que celle de la Syrie. Il va falloir que nous réussissions l'initiative franco-séoudienne sur la Palestine, parce qu'il est clair que si nous ne traitons pas sur le fond la question palestinienne de façon équitable et durable, nous aurons d'autres 7 octobre à l'avenir. Donc il faut absolument que cette initiative donne des fruits et que l'on trouve une solution équitable. Il va falloir néanmoins assainir nos relations avec 2 pays qui sont Israël et l'Algérie, 2 pays qui sont certes parfois un peu difficiles. En Israël, bon, il faut espérer qu'à terme, il y aura un gouvernement un peu moins extrémiste que l'actuel. Et en Algérie, il y a eu beaucoup trop d'échanges à haut niveau qui, à mon avis, étaient tout à fait inutiles. Il y a de vrais problèmes qui se posent, y compris dans le domaine de l'immigration. Je pense qu'on peut traiter les problèmes autrement que par des porte-voix et en s'accusant réciproquement de tous les péchés. Donc là, il faut reprendre la diplomatie, y compris avec l'Algérie. Il va falloir aussi aider à trouver un arrangement régional avec l'Iran. L'Iran est un grand pays qui compte, une civilisation brillante. Ils ont certes un régime impossible, mais ils sont aujourd'hui affaiblis. Donc il y a une opportunité, je pense, à essayer justement d'obtenir par un nouvel accord à la fois donc qu'il y ait un frein à leur programme nucléaire, à ce qu'on encadre leur programme balistique et qu'on mette un terme également à l'activité déstabilisatrice des milices chiites dans la région. Alors pour ce qui est de l'Afrique, il va falloir quand même, parce qu'on le voit dans ce qui est notre image, enfin je l'ai déjà dit,
qui a malheureusement faibli dans la région. Il va falloir changer l'image paternaliste que nous avons. Nous sommes traités par beaucoup de jeunes de colonialistes. Je n'achète pas le mot parce que ça n'a pas de sens, mais en revanche, que nous ayons eu pendant longtemps une approche jugée paternaliste, ce n'est pas faux. En tout cas, elle est perçue comme telle par beaucoup de jeunes en Afrique. Il va falloir que nous développions notre partenariat avec le Maroc, parce que le Maroc est un pays qui, effectivement, a une politique extrêmement active et dynamique, notamment en Afrique de l'Ouest. Nous avons des intérêts communs, il faut le faire. Et alors, il va falloir corriger justement ce qui nous donne cette image de pays colonialiste, c'est-à-dire il faudra certainement remplacer le franc CFA, parce qu'il est perçu comme étant la chose. Il va falloir effectivement que l'on rattache les différentes monnaies à l'euro pour enlever ce caractère, entre guillemets, colonialiste. Et il en va de même de nos bases militaires qui aujourd'hui n'ont pas leur raison d'être. On peut très bien faire beaucoup de choses avec des facilités, qu'elles soient navales ou aériennes, et qui peuvent être réciproques d'ailleurs. Donc il y a moyen de réorganiser notre dispositif. Et le dernier point, c'est qu'il faut investir, je pense, en tant qu'Européens, dans les grandes infrastructures africaines, où on voit bien que, si vous voulez, qu'il s'agisse des réseaux électriques, des réseaux de communication, on voit bien qu'il y a des régions entières qui ne peuvent pas exporter leurs produits agricoles parce qu'ils ne peuvent pas, effectivement, donc les produits pourrissent sur place, etc. Donc c'est l'intérêt de l'Europe, et aussi pour éviter d'avoir une immigration massive chez nous, de développer ces infrastructures sur place. Donc je résumerai cette partie en disant que, enfin, en tout cas moi, ma vision d'une stratégie globale pour notre diplomatie, c'est qu'il faut commencer par assainir la situation intérieure, parce que je crois que c'est la première chose à faire pour retrouver ce crédit international. Il va falloir renforcer l'Europe et être un de ses leaders, parce que qu'on le veuille ou non, la mondialisation s'est fracturée et que nous voyons apparaître des blocs. Or, il est clair que la France pourra avoir un rôle important que si elle est à la tête d'un des blocs. Et notre bloc, c'est l'Europe. Il va falloir aussi préserver l'OTAN, mais un OTAN rééquilibré, où effectivement les Européens auront des responsabilités et des moyens beaucoup plus importants. Il faut aussi réformer l'ONU, parce que ça, nous l'avons proposé depuis longtemps, ça a été impossible pendant longtemps, mais les pays du Sud demandent, et à raison, qu'on les entende un peu plus, parce qu'effectivement, il est tout à fait anormal qu'ils ne soient pas représentés au Conseil de sécurité. Et ils ont leur mot à dire. Ils représentent en termes de PIB mondial une part très importante. Donc il est normal que l'ONU devienne plus représentative de ce qu'est la nouvelle réalité dans le monde. Et puis il va falloir effectivement trouver un modus vivendi avec à la fois Trump et avec la Chine, c'est-à-dire apprendre à faire des deals sans naïveté et sans inhibition. Parce que nous avons en face de nous des partenaires qui, eux, n'ont ni naïveté ni inhibition. Il faudra qu'on sorte justement de notre côté bisounours, sans aucun doute. C'est-à-dire qu'on utilise les cartes que nous avons, et nous avons des cartes importantes. Et puis, il va falloir renouveler nos partenariats dans le Sud, c'est-à-dire effectivement jouer avec des partenaires que nous avons, que ce soit en Afrique, mais avec des grands pays émergents que sont l'Inde, le Brésil, l'Indonésie et bien entendu les pays du Golfe. Voilà ce que je pouvais répondre en tout cas à ce qu'on peut appeler une stratégie globale. Merci monsieur. Malheureusement le temps nous manque, donc je vous propose maintenant de passer aux questions. Si jamais, Finalement, excusez-moi, il y a eu temps. un petit problème organisationnel au niveau de la temporalité. Cependant, vous inquiétez pas, vous pourrez poser vos questions à monsieur Besancenot à la table ronde qui suit, qui porte aussi sur le Moyen-Orient et où il va intervenir. Ah bon, donc vous voulez que On peut toutefois l'applaudir quand même. Je vois que vous avez l'intention de me faire travailler là aujourd'hui. Bon, alors écoutez, pour ce qui est donc de la table Moyen-Orient, bon, j'ai déjà évoqué un certain nombre de choses. Je sais que d'autres personnes vont intervenir. Donc, si vous voulez, moi, je vais me contenter de faire simplement une introduction générale sur le Moyen-Orient. Et ensuite, bon, naturellement, il y aura un débat. Bon, la question qui m'avait été posée d'ailleurs au point de départ, c'était le Moyen-Orient entre marginalisation durable et opportunité de renouveau. Bon, alors, je ne sais pas, oui, vous... Du coup, modérer cette table ronde. Eh bien, venez modérer. D'accord. Merci en tout cas. Merci à vous.